puis quand c'est aléatoire. Ben, c'est ça, c'est aléatoire. Il faut que ça soit aléatoire, d'ailleurs. On a un numéro de téléphone, mais on appelle le numéro de téléphone. On ne sait pas nécessairement quel est l'âge de la personne qui va répondre au bout du fil. Alors, ici, est-ce que ça va être la même chose ou est-ce qu'on a ciblé particulièrement des personnes âgées? En tout cas, le message est ciblé pour les aînés du Québec. Voici M. Legault, je pense. Et on a un nouveau bilan, Sébastien et Daniel, au Québec. 139 cas maintenant au Québec. Donc, on passe de 124 à 139. C'est une augmentation quand même que je vais qualifier de modérée. Alors, est-ce qu'on va dire n'en profitez pas pour penser que c'est terminé, il faut continuer les efforts? Évidemment que oui, mais voilà, c'est une augmentation. Si on compare avec l'augmentation ontarienne, en tout cas, c'est une augmentation qui est plus modérée. Puis on vous donnera tout ça, mesdames et messieurs, par région au Québec. Le nombre de cas, c'est à Montréal où il y en a le plus, avec 31, suivi de l'Estrie avec 26, et Capitale-Nationale 10, et Montérégie 21, et il y en a 18 où on ne sait pas où ils sont. Donc voilà, 139 cas confirmés au Québec. Je laisse la parole au premier ministre du Québec, François Legault. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et le directeur national de la Santé publique, Dr. Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Le bilan pour la journée d'hier, 139 cas de personnes infectées, donc 18 de plus que la journée précédente. 10 personnes hospitalisées, donc 3 personnes de plus que la journée précédente. Toujours un seul décès, donc pas d'augmentation. On a actuellement 2400 personnes qui attendent un résultat de test. Ça devrait arriver rapidement. On a jusqu'à présent 7700 résultats négatifs qui ont été obtenus et le nombre de tests augmente de façon très importante. Actuellement, on a une capacité plus grande que ce qui est demandé à notre réseau. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on ajoute des numéros de téléphone. Donc, le numéro général reste le 1-877-644-4545. Mais maintenant, ça va être possible en composant le code régional de votre région. Par exemple, à Québec, 418-644-4545. À Montréal, 514-644-4545, etc. là, pour les autres régions. Je veux vous dire que pour l'instant, quand on regarde le réseau de la santé, la situation est toujours sous contrôle. On a libéré 4000 lits qui sont disponibles, donc en reportant des chirurgies électives. Je veux vous dire aussi qu'on a assez d'équipements à court terme, mais on travaille quand même sur des scénarios plus pessimistes pour être prêt au cas où. On parle déjà, on a commencé à parler avec des entreprises. Si c'est nécessaire pour construire des respirateurs, pour fabriquer des masques, pour fabriquer tous les équipements qui pourraient être essentiels s'il y avait une situation qui devenait beaucoup plus critique. La direction de la santé publique m'assure que toutes les mesures qu'on met en place, ça donne des résultats, ça aide à reporter la contagion de beaucoup de personnes. Je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant des consignes, mais on va compter de 6 heures ce soir. On a demandé à Dominique Michel puis Bernard de Rome d'enregistrer des messages qui vont être transmis au téléphone aux personnes de 70 ans et plus pour répéter les consignes, trouver aussi une façon de rassurer autant que possible la population. Évidemment, la consigne qui est la plus importante, c'est si vous êtes malade, vous avez des symptômes, vous restez à la maison, vous vous isolez, vous vous assurez de ne pas voir d'autres personnes. Donc, il faut vraiment qu'on ne lâche pas. Il va y avoir encore des semaines qui vont être difficiles, donc il faut que les personnes continuent de suivre les consignes. Aujourd'hui, je vais vous parler des chantiers de construction.
Actuellement, bon, vous le voyez dans l'économie, il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus. Le secteur privé en particulier là, a des difficultés, donc est obligé de mettre à pied des employés. On essaie, comme on l'a expliqué hier, de mettre en place des mesures pour aider le plus d'entreprises possible. Mais le gouvernement va annoncer dans les prochains jours des projets d'infrastructure qui vont être devancés. Donc, évidemment, là, je ne peux même vous dire qu'en éducation, en santé, dans les routes, le transport en commun, il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui, de toute façon, vont devoir être faits. Donc, on veut devancer ces travaux-là, puis venir remplacer les projets de construction annulés dans le secteur privé, donc par des projets qui viennent du secteur public. C'est important de le dire, la construction au Québec, c'est 260 000 emplois. Et s'il y a un secteur économique qui peut continuer de fonctionner malgré la crise, parce qu'on va demander, on va avoir donc des projets publics qui vont pouvoir être réalisés par ces 260 000 personnes, bien, il faut s'assurer que les conditions, les précautions soient prises par les entreprises. Donc, je veux aujourd'hui m'adresser à tous les employeurs, à tous les propriétaires de compagnies de construction. C'est très important, si on veut protéger cette base économique du secteur de la construction, d'offrir aux employés toutes les précautions nécessaires. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que les travailleuses de la construction aient accès à un endroit avec de l'eau et du savon pour se laver les mains régulièrement. Il faut, je pense entre autres aux chantiers qui sont extérieurs, avoir plus de roulottes pour, lorsqu'il vient le temps du repas, bien, qu'on puisse respecter les consignes concernant la distance entre les différentes personnes. Donc ça, c'est important de le faire. Avec Jean Boulet, on est en train de le répéter. Et évidemment, si un travailleuse de la construction est malade, ben, il reste chez eux, point final. Donc, c'est important de protéger nos travailleurs de la construction. On va avoir besoin d'eux autres. C'est une partie critique de l'économie du Québec qui va pouvoir continuer de fonctionner si on prend les bonnes mesures. Donc, on doit les protéger. Je veux aussi dire un mot sur les médias. D'abord, évidemment, vous dire merci, c'est important, l'information, les consignes que vous transmettez, les fausses rumeurs aussi que vous niez. Je sais que les médias actuellement, c'est difficile financièrement. Évidemment, les revenus publicitaires sont en baisse, étant donné qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Pas le temps de vendre des autos, c'est pas le temps d'annoncer qu'il y a des entreprises qui veulent vendre des autos. Donc, on est en train de regarder ce qu'on peut faire financièrement parce que c'est vraiment un secteur qui est critique pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il faut continuer. On a besoin de vous autres pour informer la population. C'est un service essentiel. Puis j'en profite parce que vous travaillez vous autres aussi dans des conditions qui sont difficiles là, pour vous remercier tout le monde. Peut-être un mot sur l'Auto-Québec. Il y avait une question hier. On ne veut évidemment pas que les personnes aillent au dépanneur seulement pour acheter un billet de l'Auto-Québec. Donc, on a demandé à l'Auto-Québec de revoir ses règles. Ça va se faire probablement rapidement pour que, oui, ils peuvent continuer à faire des ventes en ligne. On ne veut pas inciter les personnes à sortir puis prendre des risques seulement pour aller chercher un billet de l'auto. Donc, je termine en répétant que chaque geste qu'on prend pour limiter les contacts physiques, ça limite la contagion et ça va sauver des vies. Donc, je veux encore une fois remercier tout le monde. J'en profite aussi pour remercier Dodo et Bernard de Rome qui ont accepté rapidement de nous aider à communiquer avec la population. C'est important de respecter les consignes. Si on le fait, on va ensemble réussir à passer au travail. Merci. Peut-être un mot. I want to say a few words. Dire quelques mots en anglais pour
concitoyens québécois de langue anglaise. La situation reste sous contrôle. La direction de la santé publique nous dit que nos efforts donnent des résultats. Chaque geste que nous faisons pour limiter les contacts physiques vont sauver des vies. Si vous vous sentez malade, restez à la maison. Notre système de santé est prêt et nous travaillons à nous procurer davantage d'équipements pour le cas où ce serait nécessaire. Nous voulons continuer nos efforts et nous allons passer à travers tout ça ensemble. La période des questions d'abord en français avec une question. Geneviève Lajoie, Journal de Québec. Bonjour. Vous avez des consignes à l'endroit des Québécois tous les jours. Vous avez décidé de fermer le Parlement jusqu'au 21 avril. Les parents et les enseignants du Québec aimeraient savoir si le scénario d'un retour en classe le 30 mars est toujours sur la table. Bon, on est en train de regarder, effectivement, on peut dire, il y a comme deux secteurs. Là. Il y a le primaire, secondaire, puis les cégeps, les universités. Je pense que les cégeps et les universités, on va réussir à faire des cours à distance pour être capable de compléter l'année scolaire d'ici l'été. Concernant les écoles, on regarde différents scénarios. C'est peu probable qu'il y ait un retour fin mars. On est en train de regarder si on peut essayer de viser le début du mois de mai. Mais ce sont différents scénarios qui sont examinés. D'enseigner en ligne à des enfants plus jeunes, ça semble très difficile. Je pense entre autres à tous les enfants qui ont des difficultés. Donc, on regarde différents scénarios. On devrait être en mesure, au cours des prochains jours, là, de donner une indication là, plus claire. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez souligné tout à l'heure que vous aviez une capacité d'effectuer des tests diagnostiques qui est supérieure à la demande en ce moment. Or, il semble que le problème, ce ne soit pas nécessairement d'obtenir les résultats autant que d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Est-ce que le problème, donc, n'est pas tant au niveau de la capacité des laboratoires d'analyser les tests plutôt que d'avoir le personnel pour faire les prélèvements nécessaires ou les infrastructures, parce qu'il semble qu'il y ait des délais importants? OK. Il y a trois choses. Là. Il y a la ligne 811, là, où on est transféré quand on a besoin d'un test. Donc, ça, il y a encore du travail à faire, mais on a ajouté beaucoup de personnes pour on continue de le faire. Ça, c'est la première étape. Je pense hier, là, on a eu, par exemple, comme 2400 personnes là, qui devaient avoir un test, puis qui ont pu les avoir, puis il y a une capacité de 6000. Là. Donc, autant au niveau du prélèvement que de l'analyse, il y a une capacité de 6000 par jour. Là. Donc, là, peut-être que la contrainte la plus grande, c'est plus le tri qui se fait au 811. Là, puis, ça s'améliore beaucoup. On a diminué d'1 heure le temps d'attente. Hier, on avait ajouté 50 infirmières. On a fait 2000 appels de plus. Aujourd'hui, on ajoute 150 infirmières. Alors, c'est sûr que ça va beaucoup s'améliorer. Hier, on a référé 3000 personnes là, pour avoir des prélèvements, du dépistage. On a une capacité à ce moment-ci de dépistage, mais on va l'augmenter là, prochainement au niveau des cliniques de dépistage. Et effectivement, nos laboratoires, on est à 6000 au niveau des analyses, mais on a une capacité de 13 500 avec tous les laboratoires qu'on a. Alors, au niveau des prélèvements aussi, c'était votre question, on va améliorer le volume à court terme. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous. Une question délicate, mais j'ai besoin d'une réponse franche. On a des informations à l'effet que 2 médecins d'urgence de l'hôpital de Granby qui sont atteints, retirés en contact avec des gens. Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous craignez un bris de service dans cette région-là? Écoutez, si vous permettez, encore pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais il y a des professionnels de la santé, effectivement, qui ont été atteints, mais on ne prévoit pas de bris de service actuellement parce qu'on a des plans de contingence dans le cas de ces situations-là. Peut-être, c'est ça, donc dans les faits actuellement, là, on n'a aucun signal de bris de service. Et on peut prendre des gens de l'extérieur. Il y a maintenant beaucoup de médecins spécialistes ou autres qui, en fonction de l'annulation des chirurgies électives ou des choses électives, vont pouvoir être mis à disposition. Et chacune des situations est analysée, enquêtée, puis bien entendu, notre priorité, premièrement, c'est la santé des travailleurs et des patients,
comme tel, puis d'offrir le maintien des services comme tel. Moi, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler du réseau et parler aussi au personnel. Moi, aujourd'hui, là, je tiens à les remercier, d'abord et avant tout, l'ensemble du personnel, les infirmiers, les médecins, les préposés, les auxiliaires, les infirmières auxiliaires, les organismes communautaires aussi, hein, qui travaillent beaucoup en lien avec notre réseau. Hein, on sait, les banques alimentaires, les centres de crise, les centres d'hébergement, c'est essentiel. Alors moi, je veux remercier tout ce monde-là qui est à l'œuvre actuellement. Je veux vous dire qu'on a reçu non seulement 10 000 CV, on a reçu 17 000 CV dans le réseau de gens qui veulent s'investir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas en bris de service. Parce que les gens sont au rendez-vous, mais parce qu'on réorganise aussi le réseau. Alors, on déleste des activités électives. On a libéré déjà 4000 lits. Il y a effectivement du personnel là, qui n'a pas le même secteur d'activité et qui peut venir en renfort par rapport aux nouvelles activités là, qu'on fait au niveau du COVID-19. Et je veux rassurer vraiment le personnel qu'on prend toutes les mesures nécessaires. On a des instructions qu'ils connaissent et qu'on vraiment, on répète, c'est sur le site web du ministère, c'est au bureau de santé, c'est dans les équipes. Notre personnel, là, comme dit le premier ministre, ce sont nos anges gardiens. C'est la prunelle de nos yeux. Alors, on va avoir l'équipement nécessaire pour les protéger. C'est clair, il y a des trajectoires qui ont été revues pour justement dégager de l'équipement de protection. Les instructions sont claires. On va leur fournir ce dont ils ont besoin, surtout évidemment dans les secteurs critiques, mais partout où c'est requis. Alors moi, je veux les remercier aujourd'hui de l'effort considérable qu'ils font et leur dire qu'on est derrière eux. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, cette semaine, vous avez ajouté beaucoup de services de prélèvement à l'auto. Mais comment ça fonctionne pour les personnes qui ne peuvent pas aller se faire tester en voiture et qui doivent prendre, est-ce qu'elles doivent prendre le transport en commun? Si ces personnes-là prennent un taxi, est-ce qu'elles ont l'obligation de divulguer qu'elles vont passer un test au chauffeur de taxi? Puis, est-ce que vous envisagez éventuellement d'établir un système pour aller chercher certaines personnes chez elles pour les tester? Bien, écoutez, ce que vous soulevez, là, c'est important. C'est pas venu à mes oreilles, mais s'il y a des difficultés, on va y voir, effectivement, parce qu'on sait à quel point c'est très, très important qu'on teste le plus grand nombre possible de personnes, justement, pour diminuer la courbe, hein, ce dont on parle, là, puis qu'on ait l'information. Mais je laisserai peut-être à Dr Arruda la question là, du taxi. S'il y a des gens qui ont besoin de moyens de transport, je le prends en note et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les rejoindre. Il faut comprendre aussi, j'aimerais ça, de façon générale, maintenir un message important. Toutes les mesures qui ont été ordonnées et recommandées, là, il faut les appliquer. Ça, je trouve ça important parce que les gens focalisent beaucoup sur le test, les masques, etc. Je vous le dis, là, si vous pouvez vous protéger, c'est ça. On a dit qu'on suivait la situation de jour en jour. Là, on est à la suivre d'heure en heure. Puis, en fonction de où on va être rendu au point de vue épidémiologique, on va tester en priorité certaines personnes. Prenons, par exemple, quand on était dans une situation où il n'y avait aucune circulation ici, il fallait tester les gens qui avaient des voyageurs et des symptômes. Si vous êtes asymptomatique, il ne faut pas se présenter pour avoir le test. Et à mesure que l'évolution va venir, on va cesser de faire certains tests parce que c'est plus nécessaire, mais on va aller vers une autre catégorie. Comme actuellement, on va se mettre à tester les patients qui sont hospitalisés, même qui ne sont pas revenus de voyage ou soins intensifs, pour voir si, parce qu'il aurait pu l'attraper de quelqu'un qui est pas revenu de voyage, puis on va savoir. On va commencer à tester on teste les professionnels de la santé qui sont symptomatiques, qui ont des symptômes, elles ne sont pas symptomatiques, pour s'assurer qu'ils ne sont pas malades et qu'ils ne vont pas transmettre la maladie dans les centres hospitaliers. Donc, les priorités de testage sont analysées avec nos experts en fonction d'où on est rendu. Fait qu'il va y avoir des variations. Vous vous souvenez, j'avais dit, demandez-moi pas ce que j'ai dit hier par rapport à aujourd'hui, c'est un phénomène très dynamique. Et ces choix-là sont faits en fonction de l'utilité pour traiter les patients puis pour connaître ce qui est en train de se passer dans la population. C'est clair qu'avec une augmentation du nombre de tests, on va détecter plus de cas. Ça ne veut pas dire qu'on détecte plus de cas puis qu'ils n'étaient pas
puis ça veut dire qu'il y a une grande augmentation subite, c'est qu'ils étaient peut-être là, pas encore détectés. Mais jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle, mais on la suit de très près. Mais ce que les patients, ce que les gens peuvent faire pour nous aider le plus, c'est de respecter les consignes. Comme disait le premier ministre, si vous avez des symptômes, restez à la maison. C'est encore des gens qui se rassemblent, pas à l'extérieur, mais dans des maisons pour faire des soupers. C'est comme ça que se transmet beaucoup la maladie en Chine. Écoutez ces consignes-là, puis nous, on va ajuster les questions des tests en fonction des différentes populations, puis on va essayer de les communiquer clairement. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Dame. Hier, M. Arruda, vous disiez qu'on était encore dans une transmission de première génération. Est-ce que ça a changé depuis 24 heures? Est-ce qu'il y a au Québec des endroits ou un endroit où il y a de la transmission de deuxième génération en ce moment? On est en train d'enquêter des situations actuellement, puis je veux vous dire une chose qui est importante. Et oui, il est possible qu'à un certain endroit, on soit déjà à une deuxième génération. Est-ce qu'on est à une deuxième génération qu'on peut camper et arrêter dans ce coin-là? C'est pas tout le Québec qui est en deuxième génération. Parce que quand vous regardez des courbes aussi dans le monde, vous voyez la courbe d'un pays. OK? Quand on regarde la courbe d'un pays, c'est très différent de la courbe qu'on fait au Québec, qui est une province, même si on est une nation. C'est une province qui a des caractéristiques, puis on fait l'analyse personne, temps, lieu. La situation dans une zone géographique peut être différente. On peut être à seulement des cas qui sont arrivés par des voyages, puis il y a peu d'autres cas ailleurs, ça va rester 100 générations. Puis on va vous dire quand est-ce qu'on change de stade. Mais à ce stade-ci, on soit à 1, à 2 ou à 3 même à des niveaux régionaux, je veux dire, ou demain ou après-demain, là, les mesures qu'on met en place demeurent les mêmes. Puis je peux vous dire, les gens pensent que la fermeture des frontières, c'est quelque chose de perméable. Vous pourrez voir certains graphiques qui ont été faits. Là. La chose la plus importante, ce n'est pas nécessairement d'isoler une ville. Je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à ça. C'est que les gens restent chez eux. Parce que il y a toujours du monde qui peut se déplacer. Et si vous êtes en contact avec cette personne-là, vous allez pouvoir faire la maladie. Si vous demeurez le plus souvent possible chez vous, vous évitez les lieux, c'est ça qui est très important. Pour ce qui est des autres décisions qui auront été prises par le premier ministre et après consultation des experts sur l'isolement, parce que là, on va voir des situations locales arriver, puis ça va inquiéter les gens, et c'est tout à fait légitime. Les maires, les gens vont prendre... mais il faut faire une analyse épidémiologique soutenue. On a plein de gens qui regardent les données d'heure en heure. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, Madame, Messieurs. Vous avez parlé tout à l'heure des équipements, M. Legault. On a cru comprendre que les équipements névralgiques, ce serait le fameux respirateur. Vous avez dit que vous êtes renseigné donc auprès de fournisseurs éventuels locaux. On en a combien? Il en faudrait combien pour... est-ce qu'on doit en commander dans la réserve fédérale? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Bon, je pense qu'il faut être prudent avec les chiffres parce que, bon, il y a des masques, des respirateurs à beaucoup d'endroits dans le réseau, même dans certaines villes comme Montréal. On a des commandes qui sont en cours, il y a des commandes qui sont confirmées, il y a des commandes qui sont en suspens, qui sont aussi, dans certains cas, contrôlées par Ottawa, qui redistribuent aux différentes provinces. Donc, on regarde avec des scénarios, comme je le disais tantôt, pour le court terme, il n'y a pas de problème. Dans 2-3 semaines, bien là, ça dépend des scénarios qu'on envisage. Puis là, bon, on ne veut rien exclure. On veut regarder les scénarios les plus pessimistes. Puis pour ces scénarios plus pessimistes, bien, on n'exclut pas d'en faire fabriquer. On parle avec le gouvernement fédéral, on parle avec le gouvernement de l'Ontario. Il y a des entreprises déjà qui nous offrent leur collaboration, des entreprises qu'on a sollicitées. Mais les masques, les respirateurs, c'est certain là, que tout le monde dans le monde va en chercher. Donc, il faut suivre aussi ce qui se passe à New York, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Donc, ça évolue très rapidement. Mais pour l'instant, moi, je veux rassurer tout le monde, là, à court terme, il n'y a pas de besoin d'équipement. Olivier Bossé, Le Soleil.
J'aimerais ça que vous me parliez plus précisément de l'Estrie, qui a peut-être 5% de la province, mais